Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, Yann Bouguet, secrétaire général de la CFDT des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct et je l'en remercie doublement car il est un peu souffrant aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de ne pas trop vous malmener ce matin. On va parler évidemment d'actualité sociale. Elle est chargée, cette actualité sociale du moment. J'avais envie de commencer par la crise agricole qui est aussi une crise sociale finalement. Oui, alors la crise agricole, elle a démarré. En fait, les agriculteurs subissent deux gros facteurs. En fait, ils subissent vraiment le dérèglement déjà du climat en premier lieu. Donc, on voit bien au niveau des récoltes, c'est très compliqué. On voit les inondations, on voit les sécheresses, et il y a le contexte géopolitique aussi qui n'arrange rien, notamment avec l'Ukraine, les cours, le blé qui flambe, ce genre de choses. Et les importations, on le voit aussi, hein, il y a une inquiétude de ce point de vue-là. Oui, et du coup, leur mécontentement est légitime, hein. C'est vrai qu'ils ont manifesté pour plus de... Un meilleur revenu alors par contre là on n'est pas forcément d'accord nous à la CFDT, c'est que il y a l'histoire des normes et de la transformation en fait du modèle agricole. Le modèle agricole il va falloir qu'il se transforme, parce que la transformation, les impacts écologiques sont quand même sont présents, et donc du coup il faut absolument que ces normes soient simplifiées peut-être, soient cohérentes, peut-être qu'il y ait des aides pour les agriculteurs, mais il ne faut pas, à notre sens, les faire disparaître. Parce que vraiment, le modèle agricole tel qu'on le connaît devra bouger, ça c'est sûr et certain, pour qu'on puisse continuer à avoir une production, une souveraineté alimentaire. Par contre, là où il y a quelque chose à faire, c'est sur le partage de la valeur. Parce qu'on le voit bien, en fait, les agriculteurs, la loi Egalim, elle n'est pas respectée, clairement. Donc du coup, il y a beaucoup de petits agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur travail. Et c'est inacceptable. Donc du coup, il y a des choses à voir, parce que il y a quand même, la PAC donne 9 milliards d'euros quand même aux agriculteurs français. L'État français, au niveau de l'agriculture, rajoute 8 milliards d'euros. Et on voit qu'il y a encore des difficultés à vivre, et pour certains agriculteurs, et pour beaucoup d'agriculteurs. Donc c'est vraiment pas normal, et il faut vraiment retravailler ce partage de la valeur au niveau agriculteur, distributeur et industriel. On a des agriculteurs aujourd'hui, une fois qu'ils ont payé leur crédit, une fois qu'ils ont réglé tout ce qu'ils doivent régler en termes de factures, et qui terminent le mois avec 300 euros, parfois moins. Oui, c'est ça en fait. C'est la complexité, c'est d'avoir une juste rémunération. Voilà, mais à tous les niveaux. Il faut que l'agriculteur s'en sorte, que l'industriel puisse aussi s'en sortir. Je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, puisse payer aussi ses salariés, parce que qui est derrière ces gros monstres industriels, c'est vraiment les salariés qui sont généralement pas très bien payés non plus, et avec des conditions de travail qui sont pas forcément très, très adéquates. Et aussi le distributeur, parce que derrière les gros distributeurs, c'est encore pareil. Il y a des salariés qui sont pas forcément très bien payés, avec des bonnes conditions de travail. Donc en fait, il faut mettre tous ces acteurs autour de la table et leur dire, voilà, il y a un modèle à revoir, à repenser pour correspondre aux nouvelles normes écologique, mais il y a aussi un effort à faire sur le partage de la valeur, et que tout le monde gagne correctement sa vie, et que l'argent puisse redescendre jusqu'aux travailleurs. On ne les entend pas beaucoup, les travailleurs de l'agroalimentaire. Parfois, c'est arrivé ces derniers temps, ils sortent, ils arrêtent leur travail, ils débrayent, ils expliquent qu'ils ont du mal à accepter les conditions de travail et des conditions de rémunération également. Oui, alors sur les industriels, en Côtes-d'Armor, il y en a énormément. On le voit bien, en fait, c'est dans le cadre des NAO, en fait, des discussions réglementaires, on va dire, sur le travail et sur les salaires, que ça se passe souvent. On voit bien la difficulté de négocier, parce que ça impacte le dialogue social. En fait, le dialogue social, s'il est de bonne qualité, si les négociations sont loyales et vraiment sincères, généralement, on peut déboucher sur un accord, sur une augmentation, sur l'aboutissement des revendications. Sauf qu'on s'aperçoit que là, clairement, dans beaucoup de
secteur, c'est très compliqué. Les employeurs invoquent bien sûr l'inflation, de l'électricité, ce genre de choses, mais quand on regarde un peu les marges qui sont émises, globalement, ça va. Donc, c'est pas forcément un facteur. Non, la problématique, c'est vraiment le dialogue et l'art de la négociation. En fait, la culture de la négociation, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France, et je vais faire un parallèle avec des pays nordiques, parce que souvent on nous compare aux pays nordiques, au Danemark, et par exemple, voilà, on va nous dire, oui, au Danemark, ça se passe beaucoup mieux, les négociations, il n'y a même pas de SMIC, alors imaginez, mais c'est vraiment quelque chose d'ancré culturellement, la négociation, et quand on dit négociation, c'est que les employeurs sont légaux, il y a un cadre qui est posé, et ils vont négocier, mais pas à minima. Et je vais refaire un parallèle. Monsieur Macron a fait la loi sur les CSE, donc sur les anciens comités économiques, et a proposé du coup de négocier les moyens des élus, du personnel, etc. Et de diminuer d'ailleurs le CHSCT pour tout ce qui était conditions de travail. On a bien vu qu'il y avait un cadre assez large pour permettre la négociation en entreprise, et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une réduction des droits et pas une vraie négociation. Donc c'est pour ça que le cadre de la négociation est vraiment très importante, et s'il faut négocier, il faut que les employeurs jouent le jeu. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Les petits employeurs qui, eux, sont souvent touchés de plein fouet, pour le coup, par l'inflation, est-ce que là, le dialogue social est plus facile ou moins facile ? Il y a deux écoles. Enfin, le dialogue social dans les très petites entreprises, c'est vrai que la relation avec le patron est directe. Donc, on pourrait nous dire, oui, le dialogue social se fait comme ça, enfin, d'homme à homme ou de femme à femme. Mais en fait, on s'aperçoit aussi que des fois, c'est pas pour de faire de l'institut... de mettre un CSE forcément, mais il y a besoin d'écrire des choses, de poser les choses, et d'essayer de faire des accords, enfin des accords simples, pas besoin de faire des pavés d'écriture. Et voilà, il faut quand même qu'il y ait ce moment institué, peut-être dans les entreprises, dans les petites entreprises, de pouvoir discuter voilà, le temps qu'il faut sur les problématiques de l'entreprise, sur les prospections, sur les salaires, des collègues, le partage de la valeur aussi, voilà, sur les bénéfices, et pourquoi pas aussi de le mettre sur papier, sur accord, pour figer un petit peu les choses dans le temps, et aussi sécuriser les travailleurs. L'entreprise, de la grande entreprise à la petite entreprise, évidemment, tout l'art de la négociation, vous le soulignez, Yann Bouguet. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas négocier, qui ne veulent pas de syndicats, finalement ? Ah oui, alors là il y avait le renouvellement des élections CSE, donc c'est des campagnes un petit peu depuis la nouvelle loi Macron justement sur le CSE. Voilà, il y a des grosses campagnes. Et là on était dans un fort taux de renouvellement syndical. Et on le voit bien en fait. Au niveau des implantations en fait, que les syndicats essayent de mettre en place, on répond en fait à un appel, à une invitation à négocier pour mettre en place les CSE et une implantation syndicale s'il n'y en a pas. Et on le voit très clairement, ils le font. Des fois, les invitations doivent être envoyées en fait au département. Ils sont envoyés à Paris, donc du coup, ça s'est fait un peu exprès pour que on ait moins de temps pour réagir. Après, d'opposition franche et directe, non, parce que c'est encadré par la loi. Après, voilà, si on peut éviter d'avoir un syndicat dans la boîte, c'est toujours, on le sent encore quand on y va, qu'il y a une méfiance. Alors que on n'est pas là on est là pour dialoguer. On est vraiment là pour trouver des solutions, pour faire porter la voix des travailleurs dans l'entreprise, et non pas. Je pense qu'il y a encore une image du syndicalisme qui est complètement erronée, comme voilà, on est toujours en manifestation, on est là pour la grève. Non, on est là pour que la boîte fonctionne, que les travailleurs soient heureux au travail et qu'ils travaillent dans les bonnes conditions, et que la boîte soit pérenne. Donc voilà, c'est vraiment notre but. Est-ce que les jeunes générations se syndiquent ou ont un rapport différent au syndicat ? Alors, les jeunes générations, oui, syndiquent. Alors ça, c'est vrai qu'en Bretagne, je crois, de mémoire, nous, en CFDT, on a à peu près 16% de nos adhérents qui sont quand même moins de 35 ans. Donc les jeunes se syndiquent. Juste pour donner un type d'exemple, l'année dernière, on a fait au niveau national plus 88 000 adhérents. Voilà. Et en Bretagne, on a fait plus 6 000 adhérents. Donc oui, les gens se syndiquent, surtout depuis l'année dernière, avec notamment les réformes retraite, où là, il y a une grande visibilité, et le syndicalisme a été recentré. On a
retrouver sa place en fait de corps intermédiaire. Donc oui, il y a une syndicalisation et les jeunes en fait se syndiquent. Alors pas forcément dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, mais ça c'est c'est le cycle normal, en fait, ça a toujours été un peu comme ça. Et par contre, ils ne syndiquent pas forcément pour la même raison. Maintenant, on a des syndicalisations aussi pour la transition écologique, parce que nous, au niveau de la CFDT, on est très impliqués dans la transition écologique juste, voilà, qui n'oublie personne. Et du coup, ça a aussi un nouveau moteur pour les jeunes pour s'engager. Donc, un regain finalement d'envie de se syndiquer pour pouvoir être défendu, mais aussi pour défendre des valeurs finalement. Oui, c'est ça. Alors, c'est être défendu, oui, on a toujours de l'adhésion de défense, en fait, parce que les personnes se retrouvent dans des situations compliquées face à leurs employeurs. Donc ça, c'est notre courant, notre quotidien. Mais après, on a des adhésions pour les valeurs, pour nos projets, voilà ce qu'on mène. Là, on a fait par exemple de la sensibilisation avec la fresque du climat, voilà, qui permet de sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux de la transition écologique et au rapport du GIEC. Et ben voilà, c'est des choses comme ça qui permettent aussi aux jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, de dire tiens, le syndicalisme, c'est pas que de la grève, c'est pas que de la manifestation, c'est aussi, voilà, ils portent des choses, ils portent de la transition, ils portent de la transformation, notamment écologique et sociale. On a aussi une forme de travail qui bouge beaucoup, l'arrivée des nouvelles technologies, on pense à l'intelligence artificielle. Là aussi, ça va poser, pour les années à venir, des questions essentielles au niveau des syndicats. Oui, alors l'intelligence artificielle, nous, on y travaille là depuis un moment aussi. On travaille en partenariat avec l'ISTO, qui est l'Institut des sciences ouvrières à Rennes notamment, et pour déjà sensibiliser, nous, nos équipes, à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les risques, et après il va y avoir un travail aussi sur la prospective, parce que forcément l'intelligence artificielle va avoir un impact sur le travail, donc peut-être sur les conditions de travail, mais pas que, sur l'emploi en règle générale. Donc c'est comment on peut aussi avec les entreprises travailler sur des accords sur la transition, parce que quand l'IA va arriver, forcément il y aura des impacts. Donc c'est comment on se projette dans l'avenir pour tel métier va être impacté par l'IA, les emplois qui sont sur ce type de métier, comment soit on les adapte, soit on met des choses en place pour la reconversion et ainsi de suite. Voilà, alors je précise, nous on n'est pas des intelligences artificielles, on est bien en chair et en os ce matin. On va parler aussi du SMIC, c'est la grande interrogation aujourd'hui. Est-ce que le SMIC est assez élevé? Est-ce qu'il faut le revaloriser? Il y a beaucoup d'interrogations, là encore en cette période compliquée pour les ménages. Alors le SMIC, c'est le salaire d'entrée sur la vie active pour les gens qui n'ont pas de qualification. Donc il est indexé. Là pour l'instant, il est indexé sur l'inflation. Le gouvernement souhaiterait le désindexer. Ce qui ferait quand même peut-être ce qui serait en tout cas un effet un peu pervers si on le désindexe. L'effet serait juste catastrophique. Ça rejoint le cadre de la négo que je disais tout à l'heure, parce que on le voit au niveau des branches. Nous, ce qu'on invite au niveau CFDT, c'est vraiment de négocier dans l'entreprise, mais aussi également dans les branches. Et on le voit dans les branches de certaines catégories d'entreprises, dans même beaucoup, il y a des coefficients en dessous du SMIC. C'est-à-dire que vous rentrez dans la boîte, vous démarrez au plus bas salaire, et en fait, vous êtes bloqué au SMIC pendant plusieurs échelons, donc 4, 5, jusqu'à 5, 10 échelons. Donc en fait, si c'est des années par exemple, vous êtes bloqué 10 ans au SMIC. Donc vous augmentez que par la progression de l'indexation en fait du SMIC. Et c'est juste inacceptable. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que déjà, toutes les branches et les conventions collectives qui ont des salaires en dessous le SMIC, des coefficients en dessous le SMIC, ne bénéficient plus d'exonération de charges sur les salaires. Voilà, pour inciter aussi les employeurs à être autour de la table et à être loyaux et à négocier. C'est une forme de pression finalement, soit vous payez des charges, soit vous payez bien vos employés. Oui, exactement. Et on va même plus loin, parce qu'on voudrait vraiment une éco-conditionnalité des aides. C'est-à-dire que l'État donne des aides, très bien, pourquoi pas, mais qu'il y a un retour et une
obligation un peu de résultat sur plusieurs facteurs. Voilà, est-ce que les salariés sont correctement payés? Est-ce que la transition écologique est mise en place dans vos entreprises? Voilà, il y a plusieurs facteurs pour pouvoir bénéficier et un peu une espèce de retour sur investissement. Voilà. Et c'est difficile de négocier à ce niveau-là. On imagine que le patronat n'a pas envie forcément de rendre des comptes sur ces aides. Oui, alors le MEDEF est vent debout. Hein. Le MEDEF ne veut pas de l'éco-conditionnalité des aides, ça c'est sûr. Après voilà, c'est de la négociation. Après au niveau national, ça peut, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue, certaines branches négocient, parce que on va prendre la branche d'hôtels, cafés, restaurants. Pendant la saison, ils ont été obligés de revaloriser les salaires parce que il n'y avait plus personne à vouloir travailler. Et c'est pas une question de vouloir, c'est que le poste n'est plus attractif. Conditions de travail déplorables et salaire très bas. Donc forcément, ce n'est pas attractif. Donc, et ça réglerait aussi la question de l'emploi. Mais voilà, le but, c'est vraiment de retrouver des emplois attractifs et qui ont une bonne qualité de vie. Sur des secteurs justement comme l'hôtellerie, la restauration, on voit aussi beaucoup de patrons aujourd'hui qui embauchent des jeunes qui arrivent sur le territoire français, on va dire des migrants, même si le terme n'est pas forcément très élégant, qui peuvent être embauchés. Est-ce que vous êtes, vous, très attentif au niveau syndical que ces jeunes ne soient pas embauchés au moins 10 ans finalement? Oui, et du coup, nous, c'est une de nos cibles également pour les aider. Nous, on va régulièrement dans les foyers de jeunes travailleurs, on va dans ces établissements où on va à la rencontre des jeunes migrants qui travaillent et qui sont souvent un peu exploités, on va se le dire. Voilà. Donc, on va faire beaucoup d'informations sur votre contrat de travail, on les aide sur la lecture de leur fiche de paye, sur les heures supplémentaires qui sont souvent malheureusement pas payées. Donc, on est vraiment attentif à ces catégories de population, de travailleurs. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait une régularisation dès lors que un migrant travaille, qui soit régularisé. Voilà, là, un aspect social également et presque politique, on pourrait le dire aussi. On va parler de l'enseignement aussi, parce que on parle de ces métiers en tension, et puis il y a des métiers qui ont aussi du mal à recruter, où les gens se fatiguent, partent, et c'est le cas de l'éducation, alors qu'aujourd'hui, permettez-moi le terme, on essaie de mettre le paquet sur l'éducation dans une époque où on a besoin justement d'éduquer les futures générations. Ouais, alors l'enseignement, il vous aura pas échappé qu'il y a eu 2 grèves, du coup, le 1er février et hier, qui était un peu moins médiatisé, mais il y a eu quand même 2 mobilisations. Oui, alors les revendications, on va toujours nous dire, c'est toujours les mêmes, mais elles sont fondamentales, c'est quand même des conditions de travail, parce qu'on voit une dégradation des conditions de travail dans l'enseignement exponentielle, des moyens, mais c'est pas que pour les enseignants, c'est aussi pour permettre à l'élève d'être dans de bonnes conditions et de pouvoir travailler correctement et suivre ses études correctement. Et bien sûr, une des autres revendications, c'est bien sûr la rémunération, parce qu'on sait bien que les enseignants sont en dessous, par exemple, de l'indice européen au niveau des rémunérations. Là, avec le pacte, le paquet, comme on dit, de réformes que veut mettre en place le gouvernement, on voit bien la défi. Ils veulent mettre de l'école inclusive, ils veulent remettre justement, pas l'école inclusive, mais vraiment des groupes de niveau. Et les groupes de niveau, je discutais avec une militante il y a pas si longtemps que ça, elle me dit, mais rends-toi compte, on va être en maths, on va faire des groupes de niveau. Donc déjà, on va mettre les bons avec les bons et les moins bons avec les moins bons. Donc il y a une forme de discrimination, c'est dur à accepter pour les élèves. Et c'est le même programme et on aura le même temps. Donc déjà, c'est incohérent. Voilà, c'est complètement incohérent, c'est-à-dire que les élèves qui sont en difficulté devraient avoir plus de temps, les moyens mis en place pour pouvoir les faire progresser et qu'ils rattrapent. Et vraiment, c'est pas une école que la CFDT souhaite. La CFDT, elle souhaite une école inclusive, hétérogène, et qui permette une complémentarité entre les niveaux pour que les élèves progressent tous. Avec aussi les problèmes inhérents à l'enseignement. Aujourd'hui, on voit lorsqu'on enseigne, par exemple, l'histoire, géographie et l'actualité, hélas, nous l'a
rappelé, parfois c'est difficile avec des populations, il y a ce problème culturel, religieux parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui en tout cas, qui vous interpelle à la CFDT? Après, là, c'est plus des revendications, on va dire, professionnelles du secteur de l'enseignement. Je sais qu'ils en discutent. Après, d'en faire l'état des lieux, moi, je le connais pas à mon niveau. Voilà, je sais que c'est en discussion, c'est en débat dans le syndicat de l'enseignement CFDT. Voilà. Après, je sais pas exactement le but. Alors, on va parler des précaires, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs précaires. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui dorment parfois dans leur voiture. Et puis, on a aussi ceux qui ne travaillent plus, les chômeurs qui arrivent en fin de droit. Et le gouvernement veut supprimer l'ASS. Alors, l'ASS, ce sont les allocations de solidarité spécifiques que les chômeurs touchent, les demandeurs d'emploi touchent en fin de droit et qui comptent, il faut le dire, dans le calcul de la retraite. On va donc transférer finalement ces demandeurs d'emploi, souvent en difficulté, en précarité ou parfois âgés, on va les transférer vers le RSA avec ces fameuses 15 heures de travaux pour la collectivité. Est-ce que là, on n'est pas en train de s'attaquer quand même aux plus faibles, aux plus pauvres? Bien sûr. Bien sûr. L'État part d'un dogme. Le chômeur ne veut pas travailler. Voilà. Mais c'est pas le cas. Oui, bien sûr, il y a quelques personnes, on va pas se cacher, qui ne souhaitent pas travailler. Et voilà. Mais ce n'est pas la majorité des chômeurs. La majorité des chômeurs veut retrouver un emploi de qualité, bien rémunéré, et j'insiste sur les deux termes, rapidement, le plus rapidement possible. Donc voilà, l'État déjà sur le constat n'est pas bon parce que c'est vraiment une position dogmatique. Et on le voit bien, ils ont fait une cible. Une cible, c'est les chômeurs. C'est vraiment, on en discutait encore ce matin. Voilà, ils vont mettre des mesures en place pour les seniors de plus de 55 ans pour les inciter à retourner au travail. Mais c'est pas, ils demandent que ça en fait. La problématique, c'est l'emploi et la place que les employeurs leur laissent, parce qu'on le voit bien. Dès que les salariés et les agents arrivent à plus de 50 ans, c'est la porte de sortie. Ils sont considérés comme des seniors finalement. Ah bah oui, et du coup, on voit bien, il y a des études qui ont été faites, ils ont moins accès à la formation, on leur donne moins de tâches, on bénéficie, on ne tire pas de leurs expériences en fait. On pourrait faire de la transmission de compétences. Non, du coup on arrive, t'es un peu plus âgé, tu nous intéresses moins, tu coûtes aussi généralement un petit peu plus cher, donc on va te remettre à la porte. Et après pareil pour l'emploi, une fois qu'on est au chômage, on préfère employer quelqu'un de jeune que quelqu'un qui est plus expérimenté. Et c'est complètement absurde en fait. Là aussi, la CFDT a un rôle, essaie de dialoguer avec les entreprises, essaie d'expliquer que finalement, quelqu'un qui a 50 ans, il a encore un peu d'avenir dans une entreprise. Oui, alors là, du coup, il y a une grande négociation nationale qui s'ouvre, c'est le pacte de la vie au travail. Donc c'est vraiment la négociation, on va dire, la plus importante de ces 10 dernières années. C'est une des conséquences aussi des manifestations retraite, parce que c'était dans ce cadre-là qu'on a poussé cette négociation. On aurait souhaité qu'elle soit faite avant la réforme des retraites, mais bon, ça arrive après. Et dans ces négociations, il y a 4 thèmes principaux. Donc c'est l'emploi des seniors, ça tombe bien, l'usure professionnelle, la reconversion et quelque chose qui est cher à la CFDT, c'est le compte épargne-temps. Sur l'emploi des seniors, faut partir d'un constat, c'est pareil, on a un emploi des seniors qui est assez faible en France par rapport à l'Europe. On a un emploi sur 6 d'un senior en fait qui n'est ni en emploi ni en retraite. Donc voilà, c'est assez, donc du coup qui se retrouve en précarité. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on demande dans les entreprises, c'est qu'il y ait un rendez-vous perspective emploi, des moyens, un bilan qui est mis pour se projeter, et également un plan senior obligatoire. Pareil, on est obligé de négocier, le cadre de la négociation, on y revient, et pour pouvoir permettre
aux seniors soit de rester dans l'entreprise, soit de se reconvertir dans ce métier, soit d'adapter le poste pour qu'ils puissent aller jusqu'à la retraite dans de bonnes conditions. Un dernier mot, il nous reste une petite minute. Il y a la réforme, oui, ça passe très vite, hein. La réforme de ce qui s'appelait encore il y a quelques semaines Pôle emploi, qui est devenu France Travail. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les syndicats, là aussi, sont attentifs à comment ça va fonctionner? Oui, alors nous, on est présents aussi dans différents comités en fait, au niveau de France Travail. Donc on surveille tous les changements et on émet des avis par rapport aux modifications. Donc là, il y a beaucoup de réunions qui vont démarrer là, depuis le début de l'année sur la connexion entre l'emploi, l'insertion et la formation. Donc là, nous, la CFDT, on est très mobilisés pour participer à ces réunions. Donc c'est les CEFI, là, c'est l'acronyme. On y participe et on pousse nos revendications de justice et d'égalité et d'accès à la formation. En une seconde, le prochain gros dossier? Le prochain, pour moi, c'est la transition écologique. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Yann Bouguet, secrétaire général de la CFDT des Côtes-d'Armor, était notre invité ce matin. Je le remercie doublement d'abord d'avoir été avec nous en direct. Et puis, soignez-vous bien. Voilà, merci. Ce sera le message. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.